Élection municipale 2020 à Clermont-Ferrand, le grand débat du deuxième tour sur Logos FM. En présence des trois candidats, Olivier Bianchi, Jean-Pierre Brenas et Marianne Maximi. Un débat animé par Yves Courtaliac. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour vivre un moment de démocratie sur Logos FM et en particulier pour nos auditeurs clermontois avec ce débat du deuxième tour des élections municipales qui aura lieu ce dimanche 28 juin. Un débat pour permettre à chacun des candidats de présenter son projet pour la ville, le confronter et afficher ses convictions. Alors pour ce débat, nous avons invité les trois candidats encore en lice pour ce scrutin. Ils sont avec nous ce soir dans nos studios de Chamalières. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation à débattre sur Logos FM, une radio locale, une radio de territoire. Il s'agit donc d'Olivier Bianchi, présent, maire sortant, membre du Parti Socialiste, dont la liste a été créditée de 38,09%. Bonsoir Olivier Bianchi. Bonjour. Jean-Pierre Brenas, leader donc, du groupe d'opposition de la droite et du centre, membre du Parti Les Républicains, dont vous êtes mis en retrait pour ce deuxième tour. Vous avez obtenu 20,74% des suffrages au premier tour. Vous avez depuis fusionné avec la liste La République En Marche, dirigée par Éric Fédy. Jean-Pierre Brenas, bonsoir. Bonsoir. Et enfin Marianne Maximi, conseillère municipale de la France Insoumise. Vous avez obtenu un score de 12,31% avec votre liste Clermont-Ferrand en commun. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous rappelle les règles pour garantir l'impartialité de ce débat. La place des candidats a été tirée au sort, ainsi que l'ordre de conclusion. Le temps de parole de chacun des candidats est chronométré afin de respecter les règles d'équité. Le débat est enregistré, il est filmé dans les conditions du direct. Il sera diffusé en intégralité et sans montage sur Logos FM. Et la vidéo sera ensuite mise en ligne sur les réseaux sociaux. Alors ensemble, ce soir, nous allons aborder les thèmes qui sont au cœur de vos programmes. Sans plus tarder, je propose de commencer. Avec cette première question, je propose de prendre un temps de parole pour vous présenter, votre équipe, votre orientation politique et ce qui a motivé votre candidature. Olivier Bianchi, je vous laisse la parole. Écoutez, bonsoir. Donc, je suis Olivier Bianchi, maire sortant, vous l'avez dit. J'ai 50 ans et pas 51 ans comme je l'ai vu dans certains médias. Il ne faut pas vieillir trop vite. Moi, j'ai rassemblé au premier tour une liste, naturellement Clermont, qui permet à ce que l'expression de ce que je pourrais appeler la social écologie soit représentée. Donc il y a des gens de la société civile, évidemment, des personnalités issues de notre territoire, et puis des gens issus des traditions socialistes, communistes, écologistes, Europe Écologie Les Verts, radicaux de gauche. Mais nous avons aussi des gens de différents mouvements politique, de la gauche démocratique, écologique et sociale. Voilà. Jean-Pierre Brenas. Bien, pour ma part, comme vous l'avez rappelé, j'anime l'opposition municipale à Clermont depuis un certain nombre d'années. Et donc cette candidature était une suite logique. Donc j'ai déposé ma candidature au titre de ma formation, les Républicains. Ensuite, je me suis allié avec Michel Fanger et les amis de Mireille Lacombe, donc, qui représente le MoDem et la social-démocratie. Et puis ensuite, bien comme vous l'avez rappelé également, il y a eu premier tour, crise, et donc une alliance avec le candidat arrivé troisième, Éric Fédy, La République En Marche. Et là, nous avons constitué un grand pôle de la droite, du centre, de La République En Marche, et nous sommes alliés pour la perspective de ce deuxième tour. Marianne Maximi. Alors moi j'ai 34 ans, je suis avant tout éducatrice spécialisée. C'est important de rappeler qu'on peut faire de la politique et avoir un métier à côté aussi. Moi je représente donc la liste qui s'appelle Clermont-Ferrand en commun, qui est en fait une liste citoyenne qui est soutenue par la France Insoumise et un collectif de militants et chercheurs pour le climat qui s'appelle Nous sommes prêtes. Nous, on a une démarche qu'on a construite depuis un long moment, participative, qui permet le programme a été construit largement avec des associations, des habitants. Et donc voilà, une liste différente, je pense, des deux autres listes en présence, avec un programme de changement au niveau des budgets notamment. Enfin, nous, c'est notre gros axe de programme, c'est de dire reprendre la main, que les habitants et les habitantes puissent reprendre la main sur les budgets et pouvoir faire une politique autour de l'intérêt général. Alors la présentation étant faite, nous allons maintenant ouvrir le débat sur un premier sujet. Chacun d'entre vous pourra intervenir à tout moment. Le débat est donc totalement libre. La crise sanitaire du Covid-19 a dominé l'actualité ces derniers mois. Comment avez-vous vécu cette période de confinement ? A-t-elle eu une incidence sur votre programme, Jean-Pierre Brenas ?
Oui, mais forcément, la crise a eu une incidence dans le sens où, parce que nous avons souffert, une crise sanitaire, nous n'avons pas envie que ça se reproduise. Or, on sait qu'une catastrophe est, par définition, tout à fait possible, soit une catastrophe naturelle, soit une deuxième vague de la propagation de ce virus cet hiver. Donc, je crois que l'idée, c'est que notre territoire devienne résilient, acquiert une certaine autonomie, parce qu'on peut être demain soumis à une inondation, à un attentat. Et donc, d'une part, pour le territoire, il faut qu'il soit résilient. Et vis-à-vis des Clermontois, nous souhaitons un projet qui soit protecteur. Alors, nous le déclinons dans 3 grandes directions. La protection de l'emploi, en favorisant le développement de l'entreprise. La protection de la santé de nos concitoyens par l'accès financier, l'accès physique à des structures de soins, l'accès à la santé en vivant mieux, un air plus sain dans notre ville. Et puis la 3e grande orientation, c'est la protection dans l'intégrité physique de nos concitoyens, c'est-à-dire la question de la sécurité. Donc ces 3 grandes orientations étaient présentes dans notre projet au premier tour. La crise est arrivée, nous avons accentué cette notion de protection. Marianne Maximi. Alors nous, le programme n'a pas changé. Ce que le confinement nous a appris, c'est en fait ça a plutôt renforcé encore plus nos convictions de l'urgence de la situation. Nous, on avait basé un programme de réponse avec des mesures qui voulaient répondre aux urgences qu'on vit en 2020, qu'elles soient écologiques, sociales ou démocratiques. On a eu l'expérience de la crise de 2008. C'est pas la première crise qu'on vit au niveau économique. Et ce qu'on veut justement en 2020, c'est que ce ne soit pas les habitants de cette ville qui payent cette crise. Il ne faut plus reproduire ce modèle-là libéral qui est fait d'austérité, qui est fait de suppression de services publics, de démantèlement au fur et à mesure de nos acquis sociaux. Et donc on a un programme qui veut répondre à ça, qui est sans grande promesse de grands projets, mais qui revient à l'essentiel, à savoir nos services publics et la protection. Alors nous, c'est depuis le premier tour, notre grande campagne, c'était une ville qui protège à la fois de la précarité, de l'inégalité sociale, mais aussi du réchauffement climatique qui nous arrive de plein fouet sur notre territoire. Donc notre programme n'a pas été modifié, nous avons juste réorganisé des priorités. La santé, qui était déjà une de nos grandes priorités, mais qu'on a encore plus remis en avant, évidemment, parce que c'est un enseignement de cette crise, c'est le manque de structures de santé, de soins, de dépistage pour le Covid, mais pas que. Et voilà, c'est surtout là-dessus que nous, on a retravaillé, mais en tout cas, le bilan qu'on en tire, c'est... moi, j'étais au travail et j'ai vécu vraiment ce manque de moyens, ce manque de masques, de tout, et ça renforce encore plus nos convictions qu'il faut réellement changer de logiciel localement, mais plus largement, d'ailleurs, dans tout le pays. Olivier Bianchi, vous êtes le maire en activité. Comment avez-vous vécu cette période ? D'abord, sur le programme, nous aussi, un peu à l'image de ce qu'ont dit les 2 autres candidats, on se rend compte d'ailleurs qu'en France, finalement, puisque les programmes souvent sont réalisés dans des négociations très en amont, on a travaillé dessus depuis 1 an. Nous, avec le laboratoire démocratique, par exemple, beaucoup de citoyens ont apporté leurs pattes. On se rend compte qu'on avait anticipé un grand nombre de questions. Donc il n'y a pas une révolution. Les problèmes de santé, les problèmes alimentaires, les problèmes de mobilité, les problèmes écologiques avaient une place très importante. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on leur a donné un relief plus fort. Sur la crise en elle-même, ce que je constate, moi, c'est qu'elle nous aura peut-être amené... deux nouvelles façons de faire les choses, ou en tout cas d'améliorer. La première, c'est que nous allons peut-être prendre un peu plus de temps. Les gens leur vie a été un peu percutée par cet événement. On se rend compte qu'on est peut-être moins capable de gérer nos destinées. On ne programme plus les choses comme avant. Il faudra donc qu'on travaille à du temps, au respect du temps pour faire avancer les choses, peut-être donc plus de dialogue, plus de concertation, une place renforcée de la démocratie participative. Et puis une deuxième chose, moi j'ai senti pendant cette période, quelquefois des crispations, des conflits, des oppositions entre ceux qui pouvaient travailler, ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui ont les moyens de vivre le confinement dans des meilleures conditions, ceux qui avaient, qui l'ont vécu dans leur chair avec les souffrances, les décès. Je pense que quelquefois, nous aurons besoin de renforcer la cohésion des habitants, la solidarité, la fraternité. Je pense que nous avons besoin de retrouver un sens
commun et partagé de travail collectif pour avoir une sorte d'intérêt général. Et donc, voilà, je crois que le maire qui doit être demain celui qui aura en responsabilité les 6 prochaines années doit être à la fois quelqu'un qui dialogue, quelqu'un qui protège, ça a été dit, mais aussi quelqu'un qui rassemble, qui fédère, qui évite finalement qu'on perde de l'énergie dans la division. Alors un thème que l'on va aborder maintenant, c'est celui de la mobilité douce. Et j'aimerais qu'on revienne également sur les pistes cyclables, notamment celles qui viennent d'être récemment installées, qui font un peu polémique. J'aimerais également connaître votre positionnement sur les lignes de transport public, la B, la C, et les sites propres. Je donne la parole à Jean-Pierre Brenas. Oui, je crois que la question de la mobilité, c'est la question du mandat, parce qu'il y a un lien direct avec l'état de pollution de notre ville. Nous sommes dans une ville qui est très polluée. Alors c'est vrai qu'il y a une question naturelle, la chaîne des puits qui arrête les vents pour balayer les pollutions et les microparticules, mais il y a aussi l'absence d'une volonté politique d'agir véritablement. La ligne de transport en commun, la ligne B que l'on attend, on l'attend depuis 2008. C'était une promesse du candidat Serge Godard en 2008. Les pistes cyclables, nous avons un retard phénoménal. À Clermont, les pistes cyclables sont rares et dangereuses. C'est la raison pour laquelle il y a aussi peu de déplacements. Il n'y a que 2% des modes de transport qui se fait à vélo. Donc nous avons un retard très important en matière de mobilité. Moi, ce que je souhaite, c'est accélérer les choses, mettre en place 2 lignes de transport en commun bus hydrogène à haut niveau de service, ligne B, ligne C, doubler ce qui est prévu en matière de pistes cyclables, c'est-à-dire faire le plan de 10 ans, le faire en 5 années. Et puis, bien au-delà de ça, nous sommes dans la ville de Michelin. Moi, je souhaite faire de Clermont la capitale mondiale d'expertise de la mobilité durable. Nous avons un circuit pour faire de l'expérimentation, le circuit de Charade, qui sera demain circuit induction. Et moi, ce que je souhaite, c'est que s'établisse sur ce circuit de la recherche, des compétitions, qu'il y ait un grand salon annuel à la Grande Halle, par exemple, qui indique au monde entier le produit de notre recherche locale, et surtout que les Clermontois en profitent au quotidien, c'est-à-dire qu'ils puissent se déplacer, qu'ils trouvent des bornes de recharge hydrogène, électrique en ville, qu'ils trouvent des navettes électriques autonomes, je rappelle qu'elle a été inventée ici à Clermont, qu'ils trouvent la route intelligente, c'est-à-dire qu'ils rechargent leur véhicule en roulant, par exemple entre Clermont et Vichy, pour montrer que l'autoroute de demain, eh bien, elle se définit ici à Clermont déjà aujourd'hui. Donc, profiter de cet aspect mobilité, puisque nous sommes dans la ville de Michelin, la ville de la mobilité, pour changer en même temps l'image de notre ville et faire que notre ville soit moins polluée, parce que la part des déplacements des véhicules thermiques occupe une part très importante dans la pollution, bien sûr. Olivier Bianchi, la mobilité douce. Je pense qu'il y aura un consensus général de l'ensemble de nos concitoyens pour dire que la place que la voiture individuelle occupe dans nos espaces publics et notamment dans nos métropoles est surévaluée par rapport à l'avenir que nous nous préparons. Nous devons donc, par une politique tout azimut, porter à la possibilité pour chacun d'abandonner cette solution de la voiture pour trouver des solutions alternatives. Il y a donc évidemment les 2 lignes de transport public en site propre à haut niveau de service. Hydrogène ou électrique, très honnêtement, je pense qu'il faudra mener ce débat-là, il faudra le mener au bon moment, mais c'est une question un peu seconde. Ce qui est important à travers les sites propres, il faut l'expliquer aux gens, c'est-à-dire sortie de la circulation, donc gain de temps par rapport à la voiture, et ça permet aussi de faire l'urbanisme et de transformer le visage de la métropole. Je rajoute aussi que ces 2 lignes, elles doivent sortir de l'intramuros de Clermont-Ferrand, contrairement à la ligne A, parce qu'il y a des enjeux par rapport aux pendulaires et ceux qui viennent d'ailleurs. Mais ça ne suffira pas. Il faut revoir notre plan de circulation, qui est aujourd'hui, à mon avis, obsolète. Il faut décompresser la ville avec plus de piétons, des pistes cyclables, et donc appliquer chaque année nos 3 millions d'euros, comme nous le faisons cette année, pour rattraper le retard en matière de pistes cyclables. Au fond, il faut comprendre que aujourd'hui, un Clermontois, il a l'habitude, peut-être dans une ville moyenne, de traverser la ville en passant par son hypercentre, d'où les bouchons de Montlesier. Aujourd'hui, nous allons avoir un nouveau ring, et ce nouveau ring, c'est justement l'autoroute. Comme dans beaucoup de grandes villes, il faudra être en capacité, c'est pour ça qu'on a négocié ces nouvelles voies sur l'autoroute, de sortir de la ville pour aller du nord au sud sans traverser obligatoirement l'hypercentre. C'est une petite révolution, mais qui va changer notre regard sur la taille de la métropole et le rapport que la voiture doit avoir dans nos espaces urbains denses. Marianne Maximi.
Alors nous, sur la question des mobilités douces, on appelle plutôt ça la question des alternatives. Effectivement, il faut trouver des alternatives aujourd'hui aux véhicules individuels qui occupent les rues, qui est aussi dangereux en fait quand on est piéton ou cycliste. Le rôle d'une collectivité, d'une mairie, c'est de proposer des alternatives. C'est pas faire la chasse aux voitures, mais c'est donner aux gens des choix de modes de déplacement différents. Donc effectivement, il y a le vélo. Le schéma cyclable, ça a été beaucoup débattu dans cette campagne, et je pense que c'est pas le sujet le plus clivant aujourd'hui entre nous. Moi, le seul point que je vois, c'est qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire bien plus tôt, qu'on a du retard, effectivement. Il y a un autre aspect qui est important, c'est la place des piétons aussi dans cette ville, et qu'il faut, à mon avis, renforcer, élargir. Il faut ralentir la ville et partager mieux l'espace. Et les piétons ont une place à prendre. Je pense notamment en hypercentre, et on fera le lien tout à l'heure avec la question des commerces, qui est pour nous aussi une solution, devant les écoles. Devant les écoles, il y a des rues, c'est très dangereux. Enfin, je veux dire, moi, je suis mère de famille. Enfin, j'ai un petit garçon que j'accompagne à l'école, et je vois que la proximité avec les véhicules, les voitures est dangereuse, et que c'est aussi polluant. On expose des enfants, par exemple, aux heures d'entrée et de sortie. Donc, on pourrait rendre des accès piétons au niveau des écoles. Mais il y a un autre levier qui est important pour nous aussi, c'est la gratuité des transports en commun, qui est un gros dossier dans cette campagne aussi. Nous, on est pour la mettre en place de manière totale et effective dès le 28 juin, parce que c'est pour nous un véritable levier d'action à la fois écologique et sociale. C'est permettre à toutes et tous de se déplacer en ville. Et après, effectivement, il faut aussi développer le réseau de transport. Alors la question des nouvelles lignes en site propre, moi j'ai évidemment, la question c'est aussi ne pas reproduire les erreurs du passé. On l'a vu avec le tramway. Nous, on a un tramway qui ne passe pas par la gare. On sait aussi qu'il y a eu des enjeux qui ont dépassé juste le cadre de la mairie, avec Michelin par exemple, notamment sur la question de la technologie. Et donc moi je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait pour ne pas regretter nos choix plus tard, comme c'est le cas notamment sur la technologie du tramway. Et ensuite j'entends sur les autoroutes. Alors maintenant on est mis devant le fait accompli. Oui, il y a 3 voies sur cette autoroute. Nous on propose qu'on négocie avec celles et ceux qui gèrent cette autoroute pour par exemple réserver une des 3 voies aux mobilités alternatives justement, au covoiturage, au transport collectif, pour d'une part favoriser et valoriser ce mode de déplacement, et aussi rendre ceux qui évidemment font le choix de faire du covoiturage puissent se déplacer un peu plus rapidement, pour inciter majoritairement les gens à pratiquer ça. Nous on est pour une écologie sociale qui permet aussi à la fois de réduire les inégalités et d'assurer cette transition écologique. Donc il y a plein de leviers, c'est pas que le vélo, c'est pas que la marche, c'est pas que la voiture, et pas que le tram, c'est tout ça en même temps. Il faut agir sur tous ces aspects-là pour justement pas entendre des argumentaires comme Jean-Pierre Brenas qui nous dit si le tram est gratuit, les gens vont plus marcher, vont plus faire de vélo. Moi je pense que c'est pas vrai, mais effectivement si on met que le tram gratuit, on va avoir ce problème-là parce qu'il n'y aura pas d'autres alternatives. Donc nous on veut travailler sur ces aspects-là en même temps. Vous voulez réagir ? Non, mais je pense que ce sujet-là, il est assez partagé. Je pense qu'il faut rajouter peut-être la ville à 30 km/h, qui est aussi un enjeu important. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour réussir tout ça, il faut beaucoup d'argent. Les 2 lignes de transport public, c'est environ entre 240 et 280 millions d'euros. Moi, je crois qu'il faut dire que c'est une des priorités du mandat. Donc, ça doit être là où on doit faire porter les investissements, parce que c'est ça qui changera le visage radicalement de la ville. Jean-Pierre Brenas ? Juste un petit mot, puisque Marianne Maximi a parlé en mon nom. Sur la gratuité, moi je crois que la gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et c'est la raison pour laquelle je sais que si c'est pas l'usager, c'est forcément la collectivité qui va compenser. La collectivité, c'est les impôts de tout le monde. Par contre, alors un autre argument contre la gratuité généralisée et tout le temps, c'est que partout, dans toutes les villes où il y a eu la gratuité des transports, on s'est rendu compte que la part du vélo diminuait parce que les gens ne faisaient pas l'effort de prendre leur vélo quand il pleuvait, et parce que c'est un coût aussi également un vélo. Par contre, moi j'ai évolué sur mon projet, et concernant notamment avec Éric Fély qui avait proposé la gratuité le week-end. Et après avoir beaucoup échangé avec les commerçants, c'est une attente des commerçants du centre-ville, la gratuité le week-end. Donc pas de gratuité généralisée, parce que ça n'existe pas. Par contre, un petit coup de pouce pour le commerce qui sort difficilement de cette crise. Et donc oui à la gratuité le week-end pour les commerçants. Alors de la mobilité douce à l'environnement, à la qualité de vie, à l'urbanisme, il n'y a qu'un pas. Comment imaginez-vous le Clermont de demain en matière de transition écologique et climatique, Olivier Bianchi ? Le sujet, il est vaste et il faudra s'attaquer à l'ensemble des problèmes. Il y a à la fois
la question par exemple des énergies, de nos ressources qu'il faut préserver. Il y a la question de notre gaspillage, notamment en matière de logement. Nous avons rénové la moitié des logements qui étaient aujourd'hui dans le secteur du parc public, qui étaient, des passoires énergétiques. Il en reste 3100 à peu près à faire. Il faut les faire aussi dans ce mandat. Il y aura d'ailleurs un enjeu sur les équipements publics, parce que le risque, c'est demain qu'une collectivité ne puisse plus payer les factures énergétiques quand on additionne 60 écoles, 30 gymnases, des dizaines de lieux publics, culturels ou sportifs. Donc il va y avoir un très gros enjeu sur la question énergétique et la rénovation. Il y a un deuxième volet autour de la nature en ville, la renaturation de la Tirtaine par exemple, le beau projet qu'on a à Fongièvre, la question de la biodiversité, la question des cours d'école que nous allons revégétaliser et plus généralement les espaces publics de la ville. Puis il y a un troisième enjeu en plus de la mobilité, mais que je ne cite pas parce qu'on l'avait évoqué, mais qui est très important, c'est évidemment toutes les questions autour de l'alimentation, de l'autonomie. Et donc nous voulons créer une société publique locale qui nous permettra d'acheter des terres pour une ceinture maraîchère et pour avoir plus de circuits courts et pour avoir finalement, au fond, une capacité de gérer notre alimentation ici. Puis enfin, il y a l'enjeu de l'eau, qui risque d'être un enjeu majeur au XXIe siècle. Et donc le fait qu'à la métropole, nous ayons choisi avec l'ensemble des maires d'aller à la fin de chaque DSP vers un grand service public de l'eau unifié sur l'ensemble des 21 communes, ça va dans le bon sens parce que ça veut dire que nous allons maîtriser nos ressources hydriques dans une période où certainement cela deviendra un enjeu essentiel pour l'avenir de nos habitants. Marianne Maximi, l'avenir de Clermont ? Sur l'avenir de Clermont, effectivement, il y a plein de leviers, comme je disais, sur la question de la mobilité. L'environnement, c'est un vaste dossier. C'est pas juste une question d'arbres. Il y a plein d'autres choses qui se cachent derrière. Moi, on se répond beaucoup dans ces débats, c'est effectivement, il faut mettre des arbres, il faut mettre de la nature, il faut revégétaliser. Ça manque dans plein d'endroits. Mais il faut aussi revoir nos liens, par exemple, avec les grandes entreprises du BTP, qui ont quand même la main mise sur une grande partie de notre ville, notamment, je pense à l'Hôtel-Dieu. Pour nous, ça peut pas, l'un va pas sans l'autre. On peut pas juste faire de l'apparition, de la communication et pas voir structurellement ce qui pose difficulté. Il y a une question qui est peu traitée dans cette campagne, mais moi qui me tient à cœur, parce que d'une part, je me suis beaucoup bagarrée aux côtés d'Alain Lafont, c'est la question d'incinérateurs à déchets depuis long. Nous, on s'oppose à son agrandissement, mais on est pour aussi réduire au fur et à mesure ses capacités, parce que cet outil d'un autre âge, à la fois émet quand même, fait des émissions qui sont des polluants, est un danger sanitaire pour les habitants et les habitantes de notre ville, parce que quand tout va bien, il n'y a pas de souci, mais le jour où ça va plus, on ne sait pas réellement ce qui va se passer pour les habitants de la métropole. Et puis c'est aussi un non-sens écologique sur la question des déchets. Alors on nous demande évidemment de réduire nos déchets et surtout de recycler, réutiliser, réemployer. Le fait de les brûler en ultime recours, c'est pour nous pas la solution, sachant qu'on produit aussi des déchets. Quand on brûle tout ça, il y a des déchets très toxiques qui en sortent, qu'il faut d'ailleurs enfouir ailleurs. Et surtout, c'est encore plus un non-sens parce qu'il a été construit trop gros. Et donc, il faut faire venir des déchets de d'autres départements par des camions sur la route. Donc voilà, il y a tout cette... c'est pas juste de la communication, l'écologie et l'environnement. Il faut vraiment voir partout où c'est possible les marges de manœuvre qu'on a. Et la question des déchets, pour moi, est un sujet très, très important qu'on ne traite pas assez. Et il y a une question aussi qui a été abordée, c'est la question de l'eau. On sait que c'est un des biens communs les plus précieux et qui risque de manquer d'ici peu de temps. On est tout le temps à Clermont sur des seuils qui sont inquiétants, année après année. Là, on ne sait pas ce qui va se passer cet été. Et nous, on est pour répartir, toujours dans cette logique de l'écologie sociale, la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, qui permet aussi de faire une tarification progressive de ceux qui consomment et qui gaspillent, qui payent plus cher, et par contre garantir à chaque habitant et à chaque habitante de cette ville l'eau nécessaire à leur quotidien pour vivre. Donc c'est aussi prendre soin des biens communs en les répartissant et en faisant payer bien sûr celles et ceux qui gaspillent et qui surconsomment. Jean-Pierre Bronas. Oui, cette ville a été bétonnée pendant 6 années. À l'image de l'Hôtel-Dieu, ça continue. Moi, je veux la verdir, au contraire, parce que c'est pas seulement une question de qualité de vie, c'est une question de santé publique. Et je me place à la place du Clermontois et je veux développer cette notion d'urbanisme de pleine santé. L'urbanisme de pleine santé, c'est permettre à chaque Clermontois, pour vivre en bonne santé, de respirer un air de meilleure qualité d'abord. Donc c'est moins de pollution automobile avec le plan mobilité que nous proposons. C'est aussi une alimentation de meilleure qualité. Il faut manger des produits, des légumes, des fruits frais de saison.
Et pour ça, les circuits courts, ça ne se décrète pas comme ça. Donc nous avons un plan, une ceinture maraîchère, préempter des terrains, mettre des maraîchers pour cultiver ça et puis présenter ça aux Clermontois sur les marchés. C'est respirer donc, c'est se nourrir, c'est aussi faire de l'activité physique. C'est pas forcément du jogging en ville, c'est marcher sur des sentiers urbains. C'est ça la santé, c'est des agrès, faire du sport dans les parcs, mais c'est aussi moins de stress, c'est-à-dire plus de transports en commun, de qualité. C'est aussi un bien-être. La santé, c'est la qualité de la vue. Et je crois qu'on en a pas assez parlé dans cette campagne, mais nous avons un plan local d'urbanisme qui autorise des hauteurs pas possibles en ville. Alors, et moi je fais mon mea culpa parce que j'ai voté ce PLU et je me rends compte aujourd'hui que vous avez dans certains quartiers, on a trop autorisé des hauteurs. Et on le voit partout. Je prends l'exemple de la rue Eugène Gilbert. Vous avez des immeubles qui montent. On est passé de petits immeubles ou petites maisons avec des petits jardins à des immeubles R+6. C'est-à-dire que nous sommes sur 6 étages. Et ce périmètre, il est accessible dans tout ce qui fait le centre-ville. C'est-à-dire qu'en ce moment, et là j'alerte et je m'engage à solliciter une révision du PLU pour faire en sorte qu'on ne prive pas de vue les Clermontois et en particulier le Puy-de-Dôme, parce que c'est pas seulement pour les habitants d'un quartier, c'est pour les gens qui se baladent en ville. Pourquoi les Clermontois sont si attachés à la vue du Puy-de-Dôme ? C'est ce qu'on appelle la biophilie, c'est-à-dire la vue de la vie, ça fait du bien. La possibilité, on n'est pas sur le Puy-de-Dôme, mais la possibilité d'y aller, elle est là parce qu'on le voit. Et c'est ce qui fait la qualité de vie de cette ville. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à priver de vue des Clermontois parce que le PLU, il autorise de monter comme ça les immeubles. Donc, privilégier cette qualité de vie, ça passe par une révision du PLU. Alors, oui, il y a du bon dans cette réglementation parce qu'il visait à éviter l'étalement en nappe d'huile de la ville. Il visait également à verdir, accompagner toute nouvelle construction de végétaux, de verdissement. Et ça, c'est bon et il faut le maintenir. Mais je crois que quand on s'est trompé, il faut savoir le reconnaître. Et ce PLU donne trop d'autorisation en matière de hauteur. On le voit bien, quand vous avez un voisin qui construit une maison qui vous prive de vue, on n'est pas content. Donc est-ce que c'est le rôle du maire d'imposer ça ? Si on s'est trompé, je crois qu'il faut faire marche arrière. Et puis enfin, sur la qualité de la vie, la santé, c'est aussi la ville des seniors. Moi, cette ville n'est pas adaptée aux seniors. Je veux mettre des bancs, des toilettes publiques, il n'y en a pas, que les squares et les placettes soient enfin accessibles aux personnes en déambulateur, en fauteuil roulant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bien souvent, malheureusement, les petits squares sont squattés et ne sont pas accessibles aux personnes âgées. Donc, l'urbanisme de pleine santé, je me mets à la place des Clermontois. Je veux développer cette notion de santé physique et santé mentale, morale, par la qualité de la vue et de la vie. Je crois qu'Olivier Bianchi veut réagir. Juste parce que je trouve intéressant, et pour le coup, on a un débat de fond et c'est bien qu'on ait le temps de débattre de ça. Jean-Pierre Brenas prouve la contradiction intrinsèque qu'il y a entre les affirmations écologistes, parce que ça fait bien et que c'est à la mode, et la réalité de ce qu'il affirme. Aujourd'hui, ce qui est catastrophique pour nos urbanités, c'est l'étalement urbain. Le PLU a décidé de reconstruire la ville sur la ville. Je l'ai dit. La question de je sais, et donc la question, c'est pour ça que vous l'avez voté, vous avez eu raison, la densification urbaine dans certains endroits, pas partout, notamment si vous regardez attentivement, le PLU a décidé de cesser les augmentations de hauteur dans un certain nombre de quartiers où l'habitat général sont effectivement des maisons individuelles. Je pense à la Plaine, je pense à la Glacière. Mais à l'inverse, il y a des endroits, avenue de la République, pour être franc, nous ne sommes pas à la hauteur, sans mauvais jeu de mots, de ce que doit être une métropole. Donc il faut densifier. Il y a aussi des coefficients de biotope. C'est vrai que les gens ont du mal à voir aujourd'hui ce que ça produit. Je vais donner 2 exemples pour qu'on se comprenne bien. D'abord, je m'inscris en faux sur l'Hôtel-Dieu et la suite va le prouver parce qu'il y a une densification au nord de la parcelle, c'est vrai, mais il y a aussi
plus d'espaces verts dans la partie sud, notamment autour du jardin lecture de la bibliothèque. Et puis vous avez un très bel exemple, pour tous ceux qui le vérifieront, nos auditeurs après nous avoir entendus. Prenez le boulevard Pourchon, longez-le, regardez ce qu'est aujourd'hui le beau projet du Clos des Vignes. Vous avez exactement là, sur des R+3, avec beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espaces naturels, vous avez exactement la ville de demain qui se propose, et c'est celle de ce plan local d'urbanisme. Non, mais je suis d'accord. réaliser. C'est pas parce que c'est bien dans certains quartiers que dans d'autres quartiers, il faut rectifier le tir. Donc les gens s'en plaignent. Vous voyez bien, il y a des pétitions systématiquement à Clermont. On essaie de raser ces petites maisons avec ces jardinets pour faire des immeubles. Bon, il y a des pétitions qui circulent. Je crois qu'il faut écouter les Clermontois. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. C'est plus difficile, certes, de s'attaquer à l'habitat qui est vétuste, qui est indigne. Ça, c'est plus compliqué. Mais moi, je préfère, plutôt que d'abandonner des quartiers où il y a beaucoup d'habitat vétuste, s'attaquer à cela plutôt que de raser et puis avec la facilité de donner ça à des grands groupes qui montent des barres d'immeubles. Voilà. Vous voulez réagir, Marianne Maximi ? Oui, mais j'entends des fois des choses, le discours de Jean-Pierre Brenas m'étonne, mais sur la question de l'habitat, effectivement, il y a, je pense qu'il faut d'abord rénover au lieu de détruire et reconstruire. Ça, c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui du bon sens, vu ce qu'on nous dit d'un point de vue justement écologique. Je rappelle que quand même le BTP, c'est aussi 70% des déchets qui sont produits aujourd'hui en France, donc c'est pas neutre quand on détruit des immeubles et qu'on les reconstruit derrière. Et par exemple, sur la question du logement, nous, on s'affronte à un projet depuis longtemps, et c'est pas nouveau. C'est la question de l'ANRU dans les quartiers, notamment de Saint-Jacques, la Gautière et les Vergnes, avec la destruction de 1200 logements à Baloyer, qui est pour nous une erreur importante. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une ville où on est d'ailleurs un seuil de pauvreté plus important que la moyenne nationale, où les logements sociaux manquent encore. Il y a des gens qui aujourd'hui vivent pas dignement ni décemment, des gens qui sont mal logés ou pas logés. On a des squats parce que des familles n'ont pas accès à des logements sociaux. Et je pense que l'urgence n'est justement pas de ne pas détruire ces logements, mais c'est plutôt de les réhabiliter, les améliorer pour en construire d'autres et loger celles et ceux qui en manquent. Donc il y a la question privée, et puis il y a des logements vides à Clermont, des logements vacants. Il y a des outils qui existent, des lois qui permettent aussi de s'y attaquer, parce que c'est inacceptable que dans notre ville, il y ait 7000 logements qui ne soient pas occupés et qu'il y ait des gens qui dorment dehors. Et du coup, la question aussi de l'étalement, moi je voulais réagir là-dessus rapidement. Effectivement, Clermont n'étale pas, mais la métropole continue d'étaler avec, à côté d'IKEA, il y a des projets. On sait qu'il y a quand même, ça grignote encore des terres qui sont agricoles, et je fais juste le lien sur l'alimentation. Moi, je suis ravie de voir que le programme qu'on avait porté en 2014 est repris aujourd'hui en 2020, c'est très bien. Ça veut dire que les choses avancent, la ceinture maraîchère, des choses comme ça. Moi, je voulais juste rappeler qu'il y a des paysans dans notre région qui ont du mal à vivre de leur travail, et avant d'essayer de leur faire concurrence, je pense qu'il faut déjà essayer de travailler à faire en sorte que les gens qui produisent localement, notamment en conversion en bio, puissent être soutenus et aidés, et puissent être vraiment l'interlocuteur des Clermontois et des Clermontoises, et plus largement des habitants de la métropole. La question de l'alimentation et de l'indépendance alimentaire, elle est très centrale aujourd'hui. On l'a vécu pendant le confinement avec les circuits courts, évidemment. Il va falloir accélérer les choses là-dessus aussi. On va parler sécurité maintenant, avec quels moyens et comment lutter davantage contre le sentiment d'insécurité que l'on peut parfois avoir dans certains quartiers. Comment davantage lutter contre les incivilités et les nuisances au quotidien, Olivier Bianchi ? D'abord, ce sentiment, il est à la fois basé sur des réalités. Il y a une montée de la drogue et de son effet délétère sur nos villes, pas propre à Clermont-Ferrand. Il est aussi le produit, il faut le dire ici, d'un désengagement puissant de l'État, et ce depuis longtemps. Les amis de Jean-Pierre Brenas ont supprimé la police de proximité. On en paye encore aujourd'hui le prix. Donc, si vous voulez, il y a cette réalité. Puis en même temps, il faut qu'on ait conscience que beaucoup de ce qu'on appelle insécurité, en réalité, est un sentiment lié à toutes ces incivilités, à la perte de lien, au non-respect des autres, quand on crache dans la rue, quand on jette son masque. Et c'est pas toujours un délinquant patenté qui a ce non-respect des règles. Donc pour nous, il y a trois objectifs essentiels. Le premier, c'est évidemment de remettre du lien en amont. Il faut faire de l'éducation, il faut des éducateurs, il faut des médiateurs, il faut des gens qui vont permettre qu'on retrouve des valeurs du vivre ensemble. Il y a un deuxième volet qui est propre à la tranquillité publique, là c'est la police municipale. Nous allons continuer à étoffer nos effectifs
puisque j'avais créé 10 postes de policiers sur ce mandat et 80 caméras. On va continuer ce travail à la hauteur des moyens financiers que nous pouvons avoir. Et puis il y a un troisième volet qui est de se battre, et là peut-être même un peu collectivement, contre l'État pour que nous ayons des moyens nationaux. Et donc les policiers nationaux eux-mêmes réclament aujourd'hui plus de moyens. Et donc nous devons peser. Le Clermont-Ferrand doit être entendu au niveau national pour qu'enfin on ait les effectifs de police dont nous avons besoin sur l'ensemble d'ailleurs du territoire de la métropole. Parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui à Clermont-Ferrand se posent également à Cournon, à Chamalières ou ailleurs. Jean-Pierre Bronas, vous voulez réagir ? Oui, moi ce que je constate, c'est que beaucoup de gens, et de plus en plus, ont peur pour sortir le soir à Clermont, que l'insécurité s'est aggravée, et que c'est pas propre à Clermont d'ailleurs, c'est dans toutes les villes, mais qu'ici à Clermont, on est mal à l'aise pour traiter ce sujet. Il y a un problème idéologique, c'est tabou, chaque fois qu'on en parle, quand on en débat au conseil municipal, la véritable insécurité, on nous dit c'est l'insécurité sociale, on est dans l'idéologie. Moi ce que je souhaite c'est être pragmatique, j'ai aucune idéologie, j'ai aucune doctrine fabriquée là-dessus. Ce que je constate c'est que nous sommes dans une ville qui manque de moyens par rapport aux villes comparables. Nous manquons de policiers municipaux, ça c'est évident. Et donc ce que je souhaite, c'est augmenter le nombre de policiers municipaux, les passer de 45 à 100, de façon à ce qu'ils soient plus visibles, à la fois dans la journée comme dans la soirée, la nuit, avec une distinction sur la police municipale dans la journée qui jouerait plutôt le rôle de police de proximité, qui est là pour être connue, pour mettre du lien avec la population, pour échanger, pas seulement pour sanctionner. En revanche, le soir, par exemple, la nuit, moi je souhaite que la police municipale elle soit plus efficace et qu'on mette en place des synergies avec les autres polices municipales de la métropole, des synergies avec la police nationale, puisque ça a été rappelé, le rôle du maire c'est la tranquillité publique, c'est pas la sécurité. Mais reconnaissez qu'entre tranquillité et sécurité, on peut pas toujours s'abriter derrière cette compétence. Donc il faut prendre ses responsabilités quand on est élu et il faut protéger les gens vis-à-vis de la tranquillité, vis-à-vis de la sécurité. Et donc, pour cela, moi, ce que je souhaite, c'est donner le maximum de moyens à la police municipale et sur la base du volontariat, après des formations très poussées, je proposerai aux policiers municipaux, pour ceux qui le souhaitent, d'être armés pour pouvoir travailler correctement et surtout être bien dans leur peau, bien dans leur tête, ne pas avoir peur, bien évidemment, pour travailler en lien avec la police nationale et être efficace. Je vous le dis, je ne veux pas faire un Clermont sécuritaire, c'est simplement, sur la base du volontariat, répondre aux questions d'insécurité. Pourquoi ? Parce que finalement, ceux qui subissent le plus ces problèmes, le tapage nocturne, les regroupements dans les cages d'escalier, les trafics de drogue, il y a des relais des trafics de drogue qui sont en ce moment sous les fenêtres du maire, rien ne bouge, ce n'est pas normal, c'est pas admissible ça, il faut faire quelque chose. Donc on va pas en faire plus, mais on souhaite mettre Clermont au niveau des autres villes, par pragmatisme et non pas par idéologie. Marianne Maximi, vous avez un petit peu de retard, donc je vous écoute sur ce sujet. Sur l'idéologie, j'ai l'impression que la fusion, M. Brenas ne sait plus où il habite et qu'il a oublié l'idéologie, mais il y a une idéologie. Armer la police municipale, c'est un choix idéologique, c'est pas un truc qui arrive par hasard. Enfin, je suis désolée. Mais de toute façon, là où ça a été fait, ça n'a pas démontré des miracles. Moi, c'est comme la vidéoprotection ou surveillance. Je veux dire, moi, je pense que ce que je répète, c'est prendre les problèmes à la racine. Les questions de délinquance, d'insécurité, effectivement, il y a des causes. Donc, soit on les traite une fois que c'est passé, soit on anticipe et on fait de la prévention. Moi, je vois le rôle d'une collectivité plutôt de ce versant-là, prévenir, remettre du lien social, remettre des humains, des gens qui permettent d'arrondir les choses, de discuter entre habitants, entre riverains, entre voisins, mettre des concierges dans les immeubles partout où c'est possible, les éducateurs évidemment de la prévention spécialisée. Moi, c'est mon boulot et je vois à quel point, là encore, les attaques libérales, le fait qu'on baisse les budgets de plus en plus, ça a des conséquences
sur le terrain. C'est-à-dire que la prévention spécialisée n'a plus beaucoup les moyens de faire son travail. Il y a de moins en moins d'équipes. Et ça voilà, c'est un autre choix. Et moi, j'assume mon choix de ne pas être dans la répression, dans le tout répressif et encore moins dans l'armement. L'armement de la police, je veux dire, dans le moment où on est, dans les discussions qui se passent au niveau national, voire international, sur la surenchère à l'équipement, on voit les conséquences que ça a, et je pense que ça éloigne encore plus les habitants et les habitantes, justement, des policiers qui devraient être là pour les aider, et on voit bien que ça tend les situations, et ça, c'est pas ce qui est souhaitable. L'autre jour, on nous parlait de tasers comme arme non létale. Moi, je rappelle juste que les tasers peuvent tuer, c'est une réalité, et c'est important d'avoir ça en tête, et c'est pas rien de donner ça à des agents municipaux qui ont fait ce choix de métier aussi, parce que c'était un métier différent de la police nationale, et moi, je veux distinguer les deux. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut redonner les moyens aussi pour prévenir, pour permettre que ça se passe bien, que, je veux dire, là, on parle des quartiers, quand il y a des gardiens d'immeubles, les halls d'escalier, les cages d'escalier sont beaucoup moins occupées, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont là pour que ça se passe bien. De la sécurité, mais aussi de la solidarité, quelles sont les principales actions qui figurent dans votre programme pour réduire les inégalités et aider davantage les personnes les plus vulnérables, les jeunes, les seniors? Olivier Bianchi. Bon, d'abord, le travail que fait le CCAS à la ville de Clermont-Ferrand, qui a toujours été un des budgets qui a continué à être augmenté, notamment parce que, ça a été rappelé, on a une ville où il y a des populations qui se paupérisent. Et donc on va continuer ce travail-là. On vient par exemple de faire une rallonge budgétaire de 100 000 € sur le fonds d'aide aux jeunes parce qu'on a une jeunesse qui est en grande difficulté. On a accompagné un certain nombre de projets en matière de restaurants solidaires pour les étudiants, par exemple, qui eux aussi sont très frappés par la précarité aujourd'hui. Peut-être un mot sur les seniors pour rappeler que nous avons fait une politique en matière d'accompagnement des personnes âgées qui est très, très forte. Nous nous battons encore une fois pour la création d'un nouvel EHPAD. Je rappelle que c'est le ministère de la Santé qui délivre ces autorisations, que nous n'arrivons pas à l'obtenir alors que la population clermontoise va vieillir. Mais je pense que le soutien que nous apportons au Club Viviani, qui est une des grandes associations, peut-être la plus ancienne de Clermont-Ferrand, ou au réseau Loisirs et Santé de nos seniors qui anime aussi la vie de ceux qui sont encore à domicile, un peu isolés. Ces deux associations que nous soutenons fortement, d'ailleurs le président de Viviani m'a apporté un soutien officiel, montre que nous avons une politique en matière de personnes âgées extrêmement forte, et nous allons l'amplifier, la continuer. Parce qu'effectivement, ce qui caractérise cette ville, c'est plutôt une ville qui... si vous voulez, les gens, dès qu'ils ont un peu d'argent dans cette ville, il faut des fois se battre un peu contre les promoteurs immobiliers. Ils vont habiter à Serra ou à Chamalières ou à Beaumont. Donc il faut qu'on remette dans notre cité des gens qui vont... la mixité sociale, ça marche dans les deux sens. Et donc il faut aussi avoir des classes moyennes qui viennent vivre à Clermont-Ferrand. Marianne Maximi, vous allez réagir sur ce sujet, j'imagine. Plusieurs propositions, mais déjà, il faut reprendre en main ces budgets. Il faut faire en sorte qu'on puisse redéployer cet argent dans l'intérêt général. Et après, nous, on a des propositions. J'en ai parlé, la gratuité des transports, qui est pour nous une mesure de justice sociale qui permet à chacun et chacune de déplacer, quand il le souhaite, gratuitement dans notre ville. Ce qui est, on peut nous dire que c'est pas cher, un ticket de tram, mais en fait, c'est pour un budget d'une famille qui a peu de ressources, ça peut vite être un frein au déplacement. Il faut renforcer les services publics. Il faut réussir à réduire les inégalités aussi entre quartiers, parce qu'on a des quartiers où il n'y a plus grand-chose, où il n'y a plus rien d'ailleurs pour les habitants et les habitantes. Donc il faut remettre ces services publics, et pas que ceux de la mairie. Il faut se battre aussi quand l'État se désengage, quand la CAF s'en va. Il faut se battre contre la Poste, quand la Poste ferme. Oui, le conseil départemental. Non, mais je veux dire, tout le monde se désengage. C'est ça le problème aussi. Donc on a des quartiers aujourd'hui qui se retrouvent sans rien. Donc la mairie, elle est là aussi pour, en tout cas ce qui est de sa compétence, réinvestir ces lieux-là et garantir une égalité entre les différents quartiers. Et c'est pas que les quartiers populaires d'ailleurs. C'est tout à l'échelle de la ville. Sur la question du logement, on en a parlé. Moi, je pense qu'il ne faut pas détruire 1200 logements à bas loyer. C'est pas l'urgence. Ça permet à des gens d'avoir un toit sur la tête. Et dans un deuxième temps, on veut aussi réguler les loyers. Il y a des dispositifs, là encore. Nous, on aimerait bien que Clermont rentre dans ces dispositifs pour que les loyers puissent être régulés, que se loger ne devienne pas quelque chose justement pour ceux qui en ont les moyens, et que chacun et chacune puisse avoir un toit sur la tête. Et il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est aussi aider notamment les femmes victimes de violences conjugales. Et ça, par exemple,
exemple, quand on parle sécurité, moi j'aime bien quand on discute aussi de la place des femmes dans cette ville, dans l'espace urbain, de comment on peut agir aussi pour que les femmes puissent être en sécurité partout où elles le souhaitent, à la fois dans leur domicile mais aussi dans l'espace urbain, et surtout quand ce n'est plus possible, quel accueil elles ont aujourd'hui. Il n'y en a pas dans le Puy-de-Dôme, mais il faut réellement créer une structure d'accueil pour les femmes victimes de violences. Il y a eu des projets qui ont été menés dans plein d'autres villes avec des lieux pluridisciplinaires qui permettent d'accompagner, d'une part accueillir en urgence, c'est-à-dire qu'elles puissent avoir un toit sur la tête, et surtout après un accompagnement juridique, psychologique, pédopsychiatrique quand il y a des enfants, de reconstruction, d'insertion, d'orientation, et de permettre à ces femmes, ça a été un gros sujet de l'année 2019 avec les féminicides, on en a beaucoup parlé, le confinement a beaucoup inquiété aussi les associations de femmes parce que le huis clos au domicile c'était dangereux pour beaucoup d'entre elles, et malheureusement les féminicides continuent. Il y a des leviers effectivement nationaux, mais localement il faut qu'on ait nous une structure qui accueille ces femmes en danger et leurs enfants, et ça c'est une mesure importante à mettre en place dès le début de ce mandat. Jean-Pierre Bronas. Oui, Olivier Bianchi l'a dit, la ville se paupérise, il a raison, et malheureusement c'est ça, en fin de mandat, on se rend compte que la ville de Clermont a le revenu par habitant l'un des plus bas de France et le plus bas de l'agglomération. Donc pour quelqu'un qui a le mot social à chaque bout de phrase, je suis quand même un peu surpris par le résultat de sa politique. Je pourrais citer également une autre chose, également, Olivier Bianchi avait fait de ce mandat la grande cause, la petite enfance devait être la grande cause de ce mandat. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, vous interrogez les parents, ils ne trouvent pas de place en crèche. Il y a 700 enfants qui sont sur liste d'attente à Clermont. Donc nous avons un retard énorme pour la plus simple des équipements. C'est-à-dire il manque 200 places de crèche. Donc nous nous engageons à créer des crèches et des places en crèche justement pour pallier à ces insuffisances. Concernant notre politique sociale vis-à-vis des jeunes, effectivement, il y a beaucoup de quartiers qu'on a laissé tomber. La ville, la mairie a laissé tomber des quartiers entiers. C'est la politique du grand frère, on ne veut pas que ça bouge, il ne se passe rien. Nous, ce que nous voulons, on ne va pas tout résoudre d'un coup de baguette magique. Mais on a quelques idées, et notamment s'appuyer sur la passion dans un sport, la passion dans la culture, pour toucher les 9-12 ans, ceux qui peuvent basculer du jour au lendemain, qui ne font pas la différence entre quelque chose de grave comme la drogue ou autre chose. Et on veut mettre l'accent sur cette politique parce qu'on considère que si on réussit à accrocher un jeune en mettant un ring en bas d'immeuble, en leur apprenant à faire du théâtre, à jouer d'un instrument de musique, eh bien on peut créer une passion. Et cette passion, elle est plus forte que tout pour le jeune, elle lui permet d'accepter un certain nombre de règles, de respecter l'arbitre sur un terrain et faire en sorte que ces jeunes, au lieu de basculer du mauvais côté, eh bien, ils reviennent sur la bonne voie et le jour où ils sont face à quelqu'un, un recruteur, eh bien, ils arrivent à l'heure, ils se tiennent bien. Donc ça, c'est pour les jeunes. S'agissant du logement, et notamment le logement social, nous souhaitons améliorer et augmenter l'offre. Augmenter l'offre, comment ? C'est faciliter le turnover. Par exemple, mes deux adversaires s'opposent à l'acquisition par les locataires d'un logement social. Moi, je considère que celui qui peut, à un moment, bénéficier d'un logement social, on n'est pas obligé de l'enfermer toute sa vie. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, il peut avoir envie de se financer une maison de retraite ou laisser quelque chose à ses enfants. En plus, un logement que l'on achète, souvent, il est mieux entretenu. Donc, ce que je souhaite, c'est favoriser un turnover pour donner plus de moyens aux logements, aux bailleurs sociaux, pour construire de nouveaux ou rénover les logements sociaux, donc augmenter l'offre et améliorer en même temps la qualité de l'offre, faire en sorte que le logement social, d'abord la propriété, c'est le rêve de tout un citoyen, et donc faire en sorte que le logement social, ce soit plus une étape que quelque chose qui enferme les gens. Et puis enfin, sur les seniors, notre politique, au-delà de l'urbanisme senior que j'ai indiqué, c'est de favoriser le maintien à domicile et de mettre plus d'argent dans les aides à domicile, dans la médicalisation des logements, dans des travaux. Moi, je préfère mettre de l'argent dans des travaux plutôt que dans de nouvelles structures. Faire en sorte que, eh bien, on puisse vieillir chez soi. Et ça, c'est souvent possible avec un certain nombre de travaux. Donc, une politique sociale qui n'est pas dépendante d'aucune idéologie. Simplement, nous sommes pragmatiques
Et avec toutes ces propositions qui sont des propositions tout à fait concrètes. Olivier Bianchi, vous avez un peu de retard, donc si vous voulez réagir. D'abord, ce qui est bien, j'aime bien Jean-Pierre Bronas parce que en fin de campagne, il est désinhibé complètement. Et donc, plus c'est gros, plus il croit que ça marche. Donc, il vous raconte n'importe quoi. À 700 places, c'est vérifiable. Sur l'enfance, il n'y a rien qui a été fait. Je rappelle 700... que l'enfance. Attendez, Jean-Pierre, laissez-moi finir. Vas-y. Je rappelle que l'enfance et la petite enfance, c'est 30% du budget total de la ville. 47 millions d'euros par an. Si ça ne produit pas de résultats. C'est assez hallucinant d'entendre des choses pareilles. Et puis il y a aussi un leitmotiv que j'entends beaucoup, c'est pas d'idéologie. On sent quand même que l'arrivée de M. Fédy qui a zéro colonne vertébrale intellectuelle. Parlons des enfants. Vous a obligé à être désidéologisé. Ouais. Ça doit vous faire un peu. Il y a beaucoup d'argent, mais malheureusement, il est mal utilisé cet argent parce que les résultats sont là. Vous qui êtes un ultra-libéral, 200 places de crèche. Mais en même temps, je trouve ça interroger les parents qui cherchent des places en crèche. Il faut rappeler quand même qu'il y a 63 écoles dans cette ville, que le budget, je viens de le rappeler, qu'on a mis en place un certain nombre de choses. Vous parlez du sport ou de la culture. Mais l'opération Demos, on le fait déjà, mais le problème, il n'y a aucun résultat. Alors, il y a un problème quelque part. Vous allez en parler aux 107 enfants et à leurs familles, à qui, avec la Philharmonique de Paris et l'Orchestre d'Auvergne, on a confié un instrument et qui ont joué pendant 3 ans et qui vont pouvoir ainsi intégrer le conservatoire alors que ce n'était pas prévu pour eux. Vous parlerez de tous les enfants qui font les parcours civiques, culturels et sportifs, 7200 par an, enfants, d'enfants par an, plus exactement, qui sont concernés par ces dispositifs. En fait, nous avons un grand service public de l'éducation. Ma crainte, c'est que l'arrivée de ces personnes désidéologisées risque au contraire de faire de l'école les frais de leur marge de manœuvre financière. Nous, par exemple, nous sommes une des dernières grandes villes de France à avoir 13 infirmières qui sont des employés municipaux et qui font un travail remarquable d'anticipation sur la question de l'obésité, sur la question de la malnutrition, sur la question dentaire. J'ai bien peur que vous les enleviez pour faire plus de policiers. Pas sur la question dentaire, non, je pense pas. Non. Ça vous arrive bien d'enlever quelques dents, quoi. Oui, mais j'en remets aussi. On va passer au thème suivant. Je veux bien réagir quand même sur la question de l'enfance et de la jeunesse, parce que effectivement, priorité à l'enfance, et du coup la jeunesse a été complètement oubliée de ce mandat-là. Il manque des places en crèche, mais ça, le constat est partagé, parce que vous en proposez dans votre programme, donc il en faut encore plus, parce qu'il en manque, ça c'est une réalité. Mais ce que j'ai observé moi pendant 6 ans, c'est que du coup, c'est les jeunes, l'enfance ça va jusqu'à 18 ans quand même dans la loi, on est enfant jusqu'à ses 18 ans, et du coup toute une partie, notamment les adolescents, ont été complètement oubliés, notamment avec une réorganisation des services, avec la disparition de la DAJL, et du coup des accueils ados qui ont disparu, et ça laisse une jeunesse un peu seule face à elle-même dans certains lieux où effectivement il n'y a pas grand chose d'autre à faire, et du coup il va falloir remettre le paquet réellement sur ce mandat. C'est ce qu'on propose sur la question de la jeunesse en général et pas que de la petite enfance, parce que voilà, être jeune c'est jusqu'à 18 ans, et on est encore un peu plus jeune après, mais il n'y a pas de souci, mais le droit des enfants dans la loi c'est jusqu'à 18 ans. Et sur la question de l'école, moi je rappellerai quand même la précarité des animateurs. Alors Olivier Bianchi va me répondre que pendant le Covid ils ont été payés. Moi je rappellerai qu'il y a une lutte des animateurs et des animatrices de la ville de Clermont qui travaillent sans contrat, qui sont extrêmement précaires et qui se bagarrent pour avoir des vrais contrats de travail aujourd'hui, et on n'a pas l'impression, alors on repousse la question avec des audits, des choses comme ça, mais en tout cas eux ils attendent, et aujourd'hui les animateurs s'en vont parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui d'accompagnement au niveau des contrats à la ville de Clermont. Voilà, c'est aussi ça la politique de l'enfance, c'est à la fois les enfants certes, mais c'est aussi ceux qui en prennent soin, et il faut les considérer, il faut leur donner les moyens de faire correctement leur travail dans des conditions dignes et décentes pour l'avenir aussi, parce qu'il y a à la fois des étudiants qui font ce boulot-là, qui peuvent dire c'est une passade pour financer leurs études, mais il y a aussi des professionnels de l'animation et qui ont le droit de vivre dignement de ce travail-là. Ils prennent soin de nos enfants, c'est la moindre des choses. 109 titularisations cette année. Nous avons 800 contractuels qui font ce travail-là. Sur ces 800, vous en avez en partie, c'est un job d'étudiants. Ils n'ont pas vocation à devenir fonctionnaires municipaux. Vous ne pouvez pas en titulariser 109. 800, on en a titularisé 109. Et comme vous l'avez rappelé, je le dis, je pense qu'on est une des rares villes à l'avoir fait. Pendant ces 2 mois de Covid, ils ont été payés alors que je n'avais aucune obligation, parce que je considérais que justement c'était injuste de leur faire payer à eux cette crise dont ils n'avaient aucune responsabilité. Donc
Enfin, à un moment donné, il ne faut pas non plus... C'est bien de taper là où ça fait mal, mais quand ça fait mal, pas là où c'est pas vrai, quoi. C'est un peu dégueulasse. Alors avec la crise du Covid-19, la plupart de nos commerces ont dû stopper leur activité durant la période de confinement. D'autres commerces ont même déjà baissé le rideau. La reprise est encore balbutiante. Comment soutenir nos petits commerces dans la relance de leur activité et plus largement dans la redynamisation du centre-ville et des commerces de quartier? Jean-Pierre Brenas? Oui, effectivement, les commerces clermontois ont Alors essayez d'être un peu plus court, si vous avez pris un peu d'avance. beaucoup souffert, oui, du Covid. Moi, je propose un certain nombre de mesures très pratiques. D'abord, faciliter la consommation, l'accès en ville. Donc, alors, pour ça, arrêter d'attirer la population et la consommation à l'extérieur. Pas d'autorisation nouvelle pour les grandes surfaces à l'extérieur. Privilégier l'attractivité du centre-ville en matière de sécurité, d'animation, mais pour ce que vous citez par rapport à la crise du Covid, la gratuité du stationnement entre midi et 2, la gratuité des transports en commun le week-end, faciliter les circuits courts, donc avec le quota alimentaire, développer, accompagner les commerçants dans le développement de la pratique du click and collect, parce que ça s'est pas mal développé, c'est vrai, pendant la crise. Je propose également que l'on accorde les 12 dimanches d'ouverture pour permettre aux commerçants d'essayer de rattraper au maximum le chiffre d'affaires qu'ils ont perdu, et peut-être ces 12 dimanches d'ouverture en lien avec des marchés sur la place de Jaude. Et puis nous proposons également 2 mesures, l'exonération fiscale pour l'année 2020-2021 pour les petites structures, et enfin d'une façon plus pérenne, pour dynamiser le commerce le dimanche, c'est de mettre une zone touristique sur le plateau central, de façon à ce qu'on puisse ouvrir librement, amener plus de consommation également le dimanche. Voilà, toute une politique qui vise à aider tout de suite par des aides, je ne veux pas rentrer dans les chiffres immédiatement, pour maintenir la tête hors de l'eau, notamment les petits commerces, le petit bistrot, celui qui n'a pas de salariés, qui a le plus souffert, parce que les grosses structures ont pu bénéficier du chômage partiel ou d'aide, mais le problème c'est celui qui travaille tout seul, et cela, on veut leur adresser une bouée avec des aides directes pour passer ce cap difficile, et puis lisser les exonérations fiscales dans le temps. Marianne Maximi? Oui, sur le commerce de proximité, effectivement, un des gros leviers, à mon avis, c'est déjà d'arrêter l'extension des grandes zones commerciales, des endroits où, en fait, on éloigne des lieux de proximité, c'est-à-dire les centres, les quartiers, les consommateurs. Donc, il faut lutter aujourd'hui contre l'implantation de ces grandes surfaces, de ces grosses machines qui, en fait, détruisent et tuent le commerce de proximité, le commerce de bouche aussi, parce que moi, je veux bien qu'on installe des commerces en centre-ville, mais on a besoin aussi d'avoir des commerçants qui nous vendent de la nourriture, qui vendent des services dont on a besoin au quotidien. Et sur, par exemple, l'ouverture les dimanches. Enfin, moi, je ne pense pas que la relance passe par le dimanche. Le dimanche, c'est un jour de loisir. Moi, je suis tout à fait opposée au travail le dimanche. Et ça, c'est là où c'est idéologique. Quand il nous dit qu'il n'y a pas d'idéologie, vouloir ouvrir plus les dimanches, c'est quelque chose de très libéral. C'est la droite qui propose ça. Et ça, c'est les commerçants et les commerçantes ont aussi le droit de se reposer. Je pense qu'on peut aussi avoir un jour où on consomme un peu moins, un jour de loisir, un jour de détente, et c'est le dimanche, c'est comme ça. Alors c'est pas le jour particulier qui m'intéresse, mais c'est qu'il en faut un dans la semaine, et ça, on s'est toujours battu contre l'extension des ouvertures le dimanche. Et une dernière chose, c'est aussi l'accès. Alors Jean-Pierre Brenas favorise la voiture, la gratuité du stationnement. Moi, je favorise plutôt les zones piétonnes, modèle des villes espagnoles où les centres-villes qui ont été piétonnisés, les commerces vont bien mieux. Donc voilà, accéder plus facilement à pied en toute sécurité, avoir le temps de flâner, tout ça. En ville, c'est aussi avoir le temps de faire des boutiques, de prendre du temps pour consommer, et des bonnes choses et des bons produits aussi. Voilà, c'est pour ça l'alimentaire, les commerces de bouche me semblent aussi très importants. Une dernière chose, il faut aussi lutter contre un aspect qui touche notre ville, c'est la gentrification, c'est-à-dire avoir des commerces de centre-ville qui sont réservés à un public particulier. Il faut des cafés, il faut des choses comme ça, mais il faut aussi réguler, et ça, le rôle d'une mairie, par le droit de préemption, permet aussi de faire des choix de type de commerce qu'on veut. Moi, je me rappelle une fois Jean-Pierre Brenas en conseil municipal qui disait qu'il fallait une boutique Nespresso parce qu'il en manquait clairement. Enfin, c'est
c'est tout à fait l'inverse qu'il faut, c'est voilà, remettre des cafés et faire en sorte d'équilibrer cette ville. C'est de L'attractivité. Mais c'est pas très écologiste. C'est pas du tout écolo. Olivier Bianchi, vous avez 2 minutes de retard, donc ils ont fait des progrès. Alors, d'abord, moi j'entends ce que mes adversaires disent, mais par exemple, la non-augmentation de grandes surfaces extérieures, ça a été voté par la métropole en 2015 et dans ce mandat, il n'y a eu aucune construction neuve de surface. Il y a d'ailleurs un avis défavorable pour toutes les grandes surfaces alimentaires. Et pour parler, par exemple, d'un grand groupe que tout le monde connaît, suédois, je suis celui qui, depuis 6 ans, résiste à l'installation des 60 boutiques qui voulaient monter autour de chez eux. Donc ce volet-là, il y a un consensus d'ailleurs territorial, parce que c'est la même chose sur l'agglomération de Riom. Il n'y aura plus, il faut, pour préserver notre centre-ville, qu'il n'y ait plus de construction neuve de grandes surfaces et a fortiori alimentaire à l'extérieur. Et ça a déjà été voté par le Conseil métropolitain. Donc c'est une promesse déjà tenue sur laquelle nos deux adversaires s'engagent. La deuxième chose, c'est, je renvoie les auditeurs sur le site de Procos. Procos, c'est une structure autonome qui juge des politiques commerciales et qui a décidé que Clermont-Ferrand, dans sa strate de ville, c'était la première ville qui a conduit une politique en matière commerciale la plus dynamique et qui a produit le plus d'effets. On en a beaucoup parlé d'ailleurs dans les chaînes de télévision nationales parce qu'on a été très souvent cité, notamment avec ce droit de préemption commerciale pour éviter qu'il y ait des rues monocommerciales. C'est aussi le travail de notre manager de centre-ville qui a fait un travail remarquable. Et c'est vrai que si vous regardez, les taux de vacances commerciales sur le centre-ville de Clermont-Ferrand sont assez réduits et très en deçà des statistiques des autres villes de notre strate. Donc globalement, il y a aujourd'hui une politique qui commence à porter ses fruits. Cependant, il y a évidemment encore des choses à améliorer, notamment par exemple faciliter la vie des commerçants et mieux gérer encore et toujours, j'ai envie de dire, parce que c'est des choses qu'on répète sans arrêt, les travaux pour ne pas gêner les choses. Il y a aussi des nouveaux comportements de consommateurs qu'il faut essayer de contrer, notamment évidemment tout ce qui est numérique. En tout cas, il faut aider à ce que des commerces, et certains sont en difficulté, je pense notamment au textile, il faut les aider à faire les choses. Et puis c'est le travail qu'on fait pour défendre les grandes enseignes. Quand les Gibert ferment, j'ai écrit et j'ai obtenu un rendez-vous avec cette enseigne pour discuter avec eux et pour essayer de voir comment on peut accompagner les choses pour éviter que ces emplois soient perdus dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, des emplois extrêmement importants. Alors un autre secteur a été particulièrement impacté par la crise du Covid-19, c'est celui de la culture. Et la culture, Monsieur Bianchi, vous en avez fait une de vos priorités. Comment agir et soutenir ce secteur ? D'abord, pendant la crise, on a payé l'ensemble des intermittents techniques qui étaient sous notre responsabilité, même quand les opérations artistiques n'avaient pas lieu. Nous avons d'ailleurs maintenu la totalité des financements aux entreprises culturelles et aux associations culturelles, y compris d'ailleurs aux théâtres privés, qui ont été accompagnés dans le plan de relance de la métropole, parce que nous pouvions nous appuyer d'ailleurs sur cette idée de services non rendus, et on pouvait quand même les financer. On va continuer à être à côté d'eux et aux côtés du monde culturel, parce qu'il est absolument indispensable que nous ayons une vie culturelle riche. C'est un des marqueurs d'une métropole. C'est aussi une façon de faire du lien et de vivre ensemble, de s'ouvrir sur la diversité des cultures, de s'ouvrir sur les arts. Et c'est pour ça que le grand projet de capitale européenne de la culture, même s'il faudra le revoir dans son objet par rapport à ce qui vient de se passer dans le monde, reste une priorité très forte. Au même titre que la construction de la grande bibliothèque, l'inauguration de la scène nationale dans quelques mois, ou l'ouverture de nouvelles bibliothèques, puisque à la métropole on a ce réseau-là, à Pont-du-Château ou ailleurs, à Croix-de-Néra notamment, dans les quartiers populaires de la ville, avec une nouvelle bibliothèque toute neuve qui va voir le jour dans quelques mois. Donc la culture est un axe essentiel dans notre territoire et sur les moyens que nous lui attribuons. Marianne Maximi, la culture dans votre projet ? Alors, la culture dans notre projet, justement, c'est pas qu'un outil d'attractivité, c'est aussi un outil d'émancipation au quotidien pour les enfants, pour les habitants et les habitantes de cette ville. Et du coup, c'est aussi prendre
une entrée différente. Effectivement, il faut des opérations qui réunissent du public et tout ça, mais on en a déjà d'ailleurs avec le Festival du court-métrage, par exemple. Clermont est une ville d'images qu'il s'agit de soutenir. Et il y a quelque chose notamment qui nous inquiète dans ces grandes opérations qu'on veut multiplier, qui ont fait beaucoup de débats d'ailleurs pendant ce mandat, c'est la marchandisation de la culture, avec le mécénat. C'est l'arrivée des entreprises privées dans le financement de l'offre culturelle, de la création, de la diffusion culturelle. Et ça, pour nous, c'est la limite à ne pas franchir. C'est effectivement une atteinte à la liberté de création aussi. Alors, on nous dit les mécènes laissent faire, mais ça, j'attends de voir aussi sur la durée, parce qu'effectivement, ils ne vont pas arriver en disant on va changer la programmation, on va verrouiller plein de choses. Mais quand je vois Total qui investit dans la culture, je pense qu'il y a des sujets qu'on pourra moins bien traiter. Donc voilà, c'est surtout ça, pour moi, l'enjeu aujourd'hui d'une politique culturelle à l'échelle d'une ville. Et surtout, nous, on veut renforcer la pratique amateur. Ce que je disais au début, c'est l'outil émancipateur qui est la culture. C'est au plus près des habitants, c'est avoir des équipements qui permettent à chaque jeune de pouvoir aller voir des spectacles. On en a, mais il faut les soutenir, il faut les renforcer. Et cette logique attractive, c'est aussi ce qui se trame derrière, c'est la concurrence. Nous, on n'est pas là pour faire concurrence aux autres villes, on est là pour faire en sorte que déjà à Clermont, on puisse avoir accès à des choses de qualité. Voilà, c'est je pense, un prisme tout à fait différent avec justement cette idée de métropole qui devrait être aussi forte que celle d'à côté. Enfin, c'est pas notre logique. Jean-Pierre Brunas, la culture ? Oui, je crois qu'il ne faut pas toujours voir le mal partout. Marianne a tendance à caricaturer un petit peu quand même sur le mécénat. Je crois que faut pas dire. J'ai cru que c'était sur ma politique. Il faut pas dire ça. Je crois que quand on veut monter des belles expositions, des grands spectacles, c'est vrai qu'on a besoin des entreprises locales. Et il n'y a pas que Total dans la vie. On a besoin aussi d'entreprises qui peuvent aider. Moi, vis-à-vis de la culture, je fais souvent le parallèle avec le sport. Je crois que le sport, je suis à la fois pour le sport de masse, sport d'élite, et pour la culture, c'est la même chose. Je suis tout à fait pour la gratuité pour les enfants et les personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à la culture. Pourquoi ? Parce que c'est pour une question morale, mais aussi pour une question d'homogénéité de notre société. Je crois que la culture, c'est un vecteur d'inclusion sociale qui est très fort. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous mettons le FRAC avec la région. Je dis nous, en tant que conseiller régional, nous avons décidé de maintenir la gratuité du FRAC qui sera positionné dans la Halle au Blé, boulevard... machin. J'ai un trou, enfin, vous voyez. Rue Balinvilliers, pardon. Et on a besoin également d'événements nationaux importants. Moi, j'ai soutenu Clermont, capitale européenne de la culture. Par contre, j'ai pas du tout soutenu la stratégie qui était pas la bonne, parce que des fêtes, des spectacles effervescents, c'était pour faire plaisir aux maires, mais aucun impact sur la candidature. Bien évidemment, sinon ça se saurait. D'ailleurs, on a interrogé les villes qui ont obtenu le titre. Ils ont bien rigolé quand on leur a expliqué qu'on mettait des pistes de ski sur la place de Jaude, parce que bon, ça fait sourire, mais enfin ça coûte cher quand même. C'est toujours les impôts des Clermontois. Alors ce que nous proposons, c'est effectivement soutenir cette candidature européenne, Clermont, capitale européenne de la culture, avec une autre stratégie, une vraie stratégie qui s'appuie sur une thématique, la thématique de l'image, parce que nous sommes identifiés comme ça, avec le Festival international du court-métrage, et nous souhaitons développer de la recherche, mettre des laboratoires de recherche publics, privés, pour développer une filière économique sur les métiers de l'image et se distinguer à l'échelle européenne, et nous considérons que nous aurons plus de chances pour décrocher ce titre. Après, il n'y a pas que ça, il manque un auditorium à Clermont, et nous regrettons qu'il n'ait pas été intégré à l'occasion de la construction de la scène actuelle. Et également, nous militons pour mettre en avant le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal en 2021, parce que je considère que Blaise Pascal, dans sa ville, n'est pas suffisamment considéré. Donc, une culture de masse, une culture d'élite, parce qu'on a besoin des deux. Et quand je parle de culture populaire, c'est qu'on a besoin d'événements dans tous les quartiers de la ville, et pas seulement, comme c'est le cas bien souvent, place de Jaude. Olivier Bianchi, vous avez envie de réagir ?
Non, mais moi je suis extrêmement. Mais là, on rentre choqué sur culture de masse, culture d'élite. C'est-à-dire que Jean-Pierre Brenas, en une phrase, vient d'enterrer 60 ans de démocratisation culturelle lancée par. C'est le contraire. Lancée par hein. André Malraux. De masse, ça veut dire quoi? C'est la culture d'élite pour tous. Non, c'est la culture de masse, mais pour tous. Et donc, quand on ne maîtrise pas un dossier, il faut relire un peu l'histoire. Et donc c'est André Malraux qui est... Pourquoi il est obligé de caricaturer, de dire le contraire de ce que j'ai dit? Vous avez dit qu'il y a des masses qui ont une forme de culture et des élites. La culture pour tous, c'est la gratuité. Est-ce que je peux dire quelque chose de différent en anglais? Peut-être je vais lui dire. Vous pensez par exemple que l'opéra est donc réservé aux grands bourgeois, mais pas du tout. Et la musique populaire. Mais élite au sens capitale européenne de la culture, auditorium, grands opéras. On a besoin de cette gratuité pour les jeunes et les personnes qui n'ont pas les moyens. Mais c'est pas. Mais si, parce qu'il y a des spectacles, il y a la fête de la musique, il y a les petits orchestres, et puis il y a les grands opéras, et moi je veux la gratuité pour tous ceux qui n'ont pas les moyens et tous les jeunes. Et c'est ça ce que j'appelle la culture accessible à tous. Alors si vous êtes élu dimanche soir, quel sera le projet phare de votre mandat, Olivier Bianchi ? Non, mais on en a beaucoup parlé, mais moi je pense que le grand projet, ça sera évidemment les 2 lignes de transport public, à la fois en termes de masse, d'effet de transformation de la ville, ça sera évidemment ça. Et si vous me demandez ce que sera le projet de mon cœur, c'est évidemment enfin doter cette ville d'une bibliothèque digne de ce nom, et ce sera le projet de grande bibliothèque à l'Hôtel-Dieu. Jean-Pierre Brenas ? Alors moi, le grand projet pour cette ville, c'est de changer son image. C'est de faire de Clermont un territoire vert, territoire d'avenir, c'est-à-dire une ville dans laquelle on retrouve cette nature environnante. Et je m'appuie là-dessus sur des effets sociologiques qui montrent qu'aujourd'hui, les habitants des grandes métropoles sont à la recherche d'une autre qualité de vie, notamment à la suite de la crise sanitaire. Ils recherchent une ville apaisée, la proximité d'une nature authentique, des services. Il faut des services. Nous avons la bonne taille à Clermont pour offrir les services d'une grande ville sans les inconvénients d'une grande métropole. Et on se rend compte que finalement, si on prend un peu de hauteur dans tous les sens du terme, on a beaucoup aménagé les 2 parcs régionaux, Livre-de-Forez, le parc des volcans, la rivière Allier, on s'en occupe notamment avec la région. Et cette ville de Clermont est identifiée comme étant l'emblème d'une région verte. Et malheureusement, elle est très polluée, très minérale, très bétonnée. Et moi, ce que je veux, c'est changer cette image, faire en sorte qu'elle soit en résonance avec son environnement et offrir un produit, si je peux dire, à cette attente sociologique actuelle. Et c'est comme ça que demain, parce qu'on va rebooster notre démographie, on pourra bénéficier d'investissements importants de l'État, parce que ce qui nous fait défaut aujourd'hui, ce sont les connexions. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, il faut montrer que ça vaut le coup d'investir sur Clermont, parce qu'il y aura de la démographie, il y aura de la fiscalité, et c'est comme ça qu'on pourra améliorer nos connexions, et notamment ferroviaires. Vous avez pris un peu d'avance dans le Je regrette, dans le désolé. temps. La parole est à Marianne Maximi, donc pour la culture. Pour la culture, non, sur le grand projet, pardon. Sur le grand projet. Nous, justement, on n'est pas arrivé avec un programme, avec un grand projet qui serait à l'image de tout un mandat et tout ça. Nous, au contraire, c'est de repartir sur des choses assez essentielles et qui vont dans l'intérêt général. Donc nous, notre projet qu'on porte avec la liste que je conduis, c'est de faire entrer les habitants et les habitantes au conseil municipal pour se réapproprier justement ces décisions qui les concernent toutes et tous. Et nous, on veut faire de Clermont la ville qui protège sa population, mais la ville de la justice sociale et de la transition écologique. Donc ça, c'est un peu notre grand projet, mais c'est quelque chose qui se construit sur un mandat, c'est pas une réalisation. Par contre, il y a une chose qu'on veut pas réaliser, et ça, on en a peu parlé, c'est la question du grand stade. S'il y a une première décision qui peut être prise, c'est justement de revenir sur ce grand stade qui est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait longtemps qu'on se bat contre. Et je pense qu'en 2020, les habitants et les habitantes ont compris, ils l'avaient déjà compris avant, mais là je pense que c'est renforcé, que ce n'est pas du tout une bonne idée d'aller dépenser de l'argent public dans un équipement de cette ampleur aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Donc voilà, s'il y a une première mesure à mettre en place, ça serait celle-là. Rapidement, votre opinion sur le grand stade ? Jean-Pierre Brenas, Olivier Bianchi. Moi, je partage l'avis de Marianne Maximi. Moi, ce que je souhaite, c'est un autre projet
qui soit moins coûteux, un projet qui ne soit pas pharaonique et inutile, mais un projet qualitatif, un stade à l'anglaise, à 12-13 000 places, pour un budget beaucoup plus réduit. Olivier Bianchi. D'abord, ce n'est pas un grand stade. Nous construisons la première tranche, qui est la deuxième tribune. C'est dans les coûts que vous citez quelquefois, notamment les amis de Jean-Pierre Bonas. Il y a 26 millions d'euros, il y a 5 millions d'argent privé, il y a 6 millions de la région. En réalité, je crois qu'on a voulu faire de ce dossier une sorte d'exemple, mais en réalité, il n'est pas juste. Et je rappelle que le choix de l'architecte et du projet a été fait, il a été voté par la métropole, il ira à son terme sur la première tranche, évidemment. C'est pas le premier projet qu'on annule, vous en avez eu d'autres, la grande bibliothèque, le bâtiment totem, donc le grand stade, on peut revenir aussi dessus. Justement, moins on en a, mieux on se porte. Alors avant de conclure ce débat, je souhaitais vous inviter tour à tour à poser une question à chacun des candidats. Alors je vais donner la parole d'abord à Marianne Maximi, je vous laisse. Alors ça c'est un exercice qui est original, c'est bien. Je sais pas, moi j'ai une première question du coup à Jean-Pierre Brenas sur le cumul des mandats. Du coup vous allez cumuler, si vous gagnez là c'est pas un problème d'être à la fois à la région et politiquement ça vous va vous, Oui. de cumuler les mandats. Okay. Pour être plus efficace pour ma ville. Vous pensez vraiment que c'est... D'accord. Pour avoir des budgets. Vous savez que les habitants et les habitantes en ont marre des cumuls de mandats. Enfin, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un à temps plein disponible à 100% pour leur mission pour lesquelles ils ont voté. Jusque-là, j'ai cumulé une activité professionnelle et un mandat d'élu. C'est pas la même chose. Donc, je ne peux pas être taxé de cumulard. Si je suis maire, effectivement, l'idée, ça sera de mobiliser le maximum de moyens pour ma ville. Une question à Olivier Bianchi. Alors, une question à Olivier Bianchi. Par exemple, c'est pareil, si vous êtes élu le 28 juin, du coup, il paraît que les accords sont déjà passés à la métropole en cogestion. La cogestion de la métropole continuera entre la gauche et la droite. Enfin, c'est une définition qui me semble assez floue. Et nous, notamment au niveau des vice-présidences pour Clermont, et vos alliés en ont beaucoup moins, il paraît. Ce qui a été négocié. Vous en savez plus que moi, puisque je ne peux pas vous dire quoi que ce soit, puisque nous ne sommes pas encore vus avec les maires, réellement, pour une raison très simple, c'est qu'ils ne sont pas encore élus. Il y en a quelques-uns qui ont été élus quand même. Non, mais par contre, je vais vous parler sérieusement, parce que ma question était exactement en miroir, l'inverse. La métropole, pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est un vrai sujet, tant qu'elle n'est pas élue au suffrage universel, la métropole représente des territoires avec des rapports de force politiques. Si nous voulons avancer, je considère qu'il ne faut pas politiser l'espace métropolitain. Je suis favorable à son élection au suffrage universel, ce qui changerait évidemment les choses. Et là-dessus, je crois qu'on sera d'accord. Je ne suis pas pour la politiser, parce que quand elle a été politisée entre 2008 et 2014, ça a été une catastrophe pour ce territoire. Et donc, ce n'est pas un accord, mou, de gauche molle, puisque vous aimez beaucoup cette expression me concernant. Ça prouve que vous me connaissez mal. Du coup, c'est simplement qu'à un moment donné, il faut que l'ensemble des territoires et des sensibilités politiques soient représentées. Elles le seront toutes. En tout cas, je travaillerai pour que toutes les sensibilités soient représentées dans l'exécutif métropolitain, y compris ceux de Clermont-Ferrand qui n'ont pas toujours beaucoup d'élus dans nos territoires. Et du coup, ça me permet de poser la question à mon tour. Allez-y. Marianne Maximi, si vous étiez maire demain matin, comme il n'y aura pas beaucoup d'autres élus LFI à la métropole, comment vous ferez ? Derrière la boutade, ce qui est plus sérieux et qui montre qu'en fait, pour l'instant, on est obligé de fonctionner comme ça, c'est que 80% de vos propositions ou des politiques dont vous parlez sont des politiques qui sont gérées à l'échelle métropolitaine. Vous ne pourriez pas, c'est le principe de la métropole, vous ne pourriez pas faire avancer moins de 10% de votre projet. Donc comment vous feriez en fait ? Vous seriez présidente de la métropole avec la droite ? Évidemment pas avec la droite, mais nous on a donc combattu... avec personne, parce qu'il n'y a que la droite. Il n'y a pas que la droite à la métropole. De plus en plus. C'est vrai que là, ça commence à devenir compliqué, mais non, mais sur la métropole, nous on a dénoncé très tôt cette métropolisation, cette façon de construire des grosses machines où on nous fait croire qu'il n'y a rien de politique, alors que c'est des décisions éminemment politiques, parce que c'est là où il y a les plus gros budgets aujourd'hui, la plupart des compétences. Et moi je pense qu'il fallait s'opposer. Alors on peut dire aussi que la métropole a été offerte en cadeau à Olivier Bianchi quand il a accepté la fusion des régions, et c'est là le problème politique, il vient de là, c'est qu'on a accepté la fusion des régions, des grandes régions, on se retrouve à perdre des emplois, 1500 quand même pour la ville à peu près, d'emplois qui ont disparu au profit de Lyon. Et du coup, on a eu en contrepartie cette métropole qui est incompréhensible des habitants et des habitantes. Je pense que la plupart ignorent qu'il y a des élections métropolitaines en même temps que ce scrutin municipal. Et ça pose vraiment question sur la question démocratique. Nous, on est pour rapprocher au maximum les habitants des lieux de décision. Et la métropole fait que les éloigner. Donc nous, on est cohérents, on a combattu cette métropole et on continuera à dénoncer ces effets néfastes sur notre territoire.
Olivier Bianchi, une question à Jean-Pierre Bonas. Oui, moi je voulais demander à Jean-Pierre Bonas si c'était pas trop difficile de se retrouver orphelin de ces étiquettes politiques. Monsieur Fédy n'a pas le soutien de La République En Marche. Vous avez été sommé par vos amis de quitter LR pour un temps, ou peut-être définitivement d'ailleurs, c'est aussi une question. Est-ce que c'est pas la preuve finalement que cet attelage complètement improbable met plus de gens mal à l'aise dans votre camp qu'il ne crée de dynamique? Je ferai un très bon journaliste Vous politique. savez, Olivier Bianchi, alors bon, on peut se lâcher, on est en fin d'émission. C'est un peu le syndrome de la chatte castrée. Il peut pas faire, il veut pas que les autres fassent. Alors vous voyez, parce que quand il discute avec Madame Maximi, on parle de pacte de gouvernance, bien entendu, on parle sérieusement. Mais quand moi je discute avec Monsieur Fédy, pourtant on est assez proches dans les projets, alors là c'est de la confusion. Bon, voilà, c'est ma réponse. Je peux poser des questions moi aussi? Eh bien, c'est votre tour. Oui. Ah, alors écoutez, Un chat castré quand même, c'est vraiment lâché. je suis un peu embarrassé parce que en fait, moi je les connais bien. Je connais à peu près tout sur eux, donc j'ai pas vraiment de questions. J'ai plutôt un compliment à faire et un reproche. Alors à Marianne Maximi, je lui dirais bravo, c'est bien de ne pas avoir fusionné, d'avoir tenu le coup. Et à Olivier, le reproche que je lui ferai, là il est sérieux. Parce qu'Olivier, c'est quelqu'un qui fait sympa comme ça, là, mais il a des problèmes avec la gestion. Quand il a une difficulté, et là je parle surtout de la métropole, quand il a une difficulté, il dépense. Oui. Quand c'est difficile, mais c'est très difficile, il s'endette. Et quand c'est encore plus compliqué, il embauche. Alors c'est un mode de gestion. Alors si vous voulez, le reproche que je lui fais, Olivier, mais je le pense, mais vraiment du fond du cœur, il a gâché une occasion. C'est de faire de la métropole un outil efficace pour notre territoire. Je m'explique. Il a monté une monstrueuse technopole avec, vous savez, l'esprit de la loi. Quand on met en commun des compétences, quand on mutualise ce qu'on a fait avec les différentes communes, l'objectif c'est d'être plus efficace pour le territoire, c'est-à-dire plus d'investissement, plus modernisé. Le problème, c'est qu'à force de faire le consensus avec tout le monde, finalement c'est un consensus mou qui fait qu'on a grossi un mammouth. Cette technopole qui fait qu'aujourd'hui elle n'a plus de moyens pour investir. Je prends juste un exemple. Mais c'est plus une question. Non, c'est un reproche. Là, rapidement. Aujourd'hui, la métropole de Clermont s'est endettée hors reprise des dettes de plus de 100 millions d'euros entre le début et la fin du mandat. C'est-à-dire que nous étions dans une période de paix, si je peux dire, avant Covid, où elle était peu endettée, c'est-à-dire on considère que en fait, c'est le nombre d'années de désendettement qui compte. Jusqu'à 5 ans, on est en zone verte, de 5 à 10, c'est orange, et là, on est à plus de 10. Et donc, aujourd'hui, où nous avons besoin de relever le territoire, nous avons plus les moyens. C'est pareil, au niveau de la mutualisation, rapidement. Le personnel, au lieu de réduire, avec des départs à la retraite, bien sûr, sans licencier, eh bien, il a embauché alors il ne le dit pas, il ne veut pas le dire, mais il a embauché créé près de 100 postes. Et donc tout ça, ça fait qu'on est face à une machine extrêmement lourde et qui ne peut pas rendre au territoire en investissement parce qu'elle avale trop, elle bouffe trop en fonctionnement. On va lui laisser répondre. Voilà, et c'est le fond de mon propos. On va lui laisser répondre à ce reproche. Premier élément de réponse, M. Bonas ferait un très mauvais intervieweur politique puisqu'il parlerait tout le temps, il laisserait la parole aux autres. La deuxième chose, c'est que cela serait drôle, ce qu'il dit, si c'était pas aussi mensonger et au fond, populiste. Quand il parle de l'endettement de la métropole, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, dans le cadre de la métropolisation, il y a eu reprise des dettes des communes qui ont été mutualisées, c'est ce qui explique. Quand il parle de la création, vous avez pris 200 millions d'augmentation de dettes, dont 80 de reprise des dettes. Et le reste, c'est 100 millions secs. J'insiste. Quand il parle de la création des 100 postes, il oublie que 70 de ces ETP sont des transferts de postes municipaux qui ont été transférés à la métropole. Et donc, pour tout vous dire, en fait, mais je l'interpréterai comme ça, et puis on n'ira pas plus loin, parce qu'on
nous touchons à la fin du débat et même de la campagne. Jean-Pierre Brenaz voit arriver la fin de la campagne électorale. Et il sent qu'il va retomber dans le silence de son cabinet dentaire. Et il veut profiter de tous les derniers instants qui le rendent un peu comme ça, excité, actif, une sorte d'animal qui saute comme ça, il fait le cabri. Arrêtez là. Voilà, donc merci Marianne Maximi, merci Jean-Pierre Brenaz, merci Olivier Bianchi de vous être prêté à ce jeu débat démocratique. Chacun a pu présenter et défendre son projet pour l'avenir de Clermont. On a appris pas mal de choses ce soir. Je propose de conclure ce débat. Alors, un peu moins de temps, Jean-Pierre Brenaz, vous avez pris un peu d'avance, mais je vous laisse un petit peu de temps chacun pour vous exprimer. Et donc, on a tiré au sort tout à l'heure l'ordre de conclusion, et c'est Olivier Bianchi qui prend la parole tout de suite. Moi, alors, pour remettre un peu de sérieux, dans 2 jours maintenant, 2 jours et demi, les électeurs vont devoir se prononcer. Moi, je voudrais d'abord leur dire, allez voter. Quel que soit d'ailleurs celui ou celle que vous déciderez, allez voter. D'abord, c'est sécurisé. Vous pourrez le faire en bonne tranquillité sanitaire. Deuxièmement, vous allez choisir la personne qui devra gérer votre destinée, notre destinée commune pour les 6 ans. Et je pense que ça mérite qu'on prenne 3-4 minutes dimanche prochain pour aller s'exprimer sur cette affaire. Et donc voilà, moi je ne voudrais pas en dire plus. Je pense qu'il faut collectivement appeler à la mobilisation. Des élections municipales sont très importantes, ça gère la vie quotidienne. Et les 6 prochaines années risquent d'être extrêmement difficiles. Choisissez l'homme ou la femme dont vous pensez qu'il est le mieux à même de gérer ces 6 années à venir. Alors Marianne Maximi, vous avez un peu de retard, donc je vous laisse la parole, vous avez le temps de vous exprimer. Je vais appuyer la question de la participation, parce que la grosse inquiétude, je pense, pour nos 3 listes, c'est le fait que la participation risque d'être encore faible. Donc nous, on fait campagne au quotidien, partout où c'est possible, pour inciter les gens à, d'une part, aller voter, effectivement après aller voter pour nous, mais le jeu des élections, c'est aussi que les gens se présentent aux urnes. Quand on voit les scores du premier tour, ça donnerait que 10% des inscrits qui auraient voté pour le maire ou la maire qui sortirait vainqueur. C'est pas possible aujourd'hui de représenter avec si peu de votants. Et ensuite, sur nous, notre démarche, moi je voulais dire quand même à la fois ma fierté d'avoir conduit cette liste, d'être une jeune femme qui fait de la politique dans une grande ville, ce qui est à Clermont-Ferrand assez inédit malheureusement. Alors il y a d'autres villes qui sont moins en retard que nous, Il y a des villes où c'était 100% de femmes, notamment Nantes. Clermont-Ferrand, il y a du retard sur les pistes cyclables, mais aussi sur la place des femmes en politique. Donc je suis très fière de représenter aussi des femmes qui s'engagent. La politique nous appartient à tous et à toutes. La génération aussi, de ne pas être forcément d'attendre ou d'en faire carrière ou d'être âgée pour faire de la politique. Je pense que ma génération vit des crises depuis 2008, subit des conséquences sur nos quotidiens, sur nos vies, sur nos emplois, sur même nos droits, parce qu'on est attaqué de toutes parts et les gouvernements qui succèdent n'arrangent rien à l'affaire. Et du coup, on a besoin justement de collectivités qui se remettent au travail et qui protègent cette crise. Numérique qui protège, c'est pas un slogan qui est réapparu comme pour d'autres pendant ce confinement. Nous, c'est vraiment la structuration de notre programme, c'est protéger la population de tous les effets néfastes de la crise, qu'elle soit économique, écologique, sociale, démocratique. Le fait qu'il n'y ait pas de participation, c'est inquiétant de se rendre compte qu'en fait les gens ne se sentent pas bien représentés, plus représentés, sont éloignés de la politique à ce point-là pour ne pas se rendre aux urnes, alors que les municipales, normalement, c'est une élection qui concerne les gens. Les gens connaissent le nom du maire et moins du Premier ministre, par exemple. Et on a l'impression qu'il y a une bascule qui est en train de se faire, qui est inquiétante, parce que pour porter décision dans l'intérêt général, il faut avoir été élu avec une bonne participation. Donc moi, vraiment, nous, notre campagne, mes colistiers, mes colistières, tous ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, font ce travail-là d'appel au vote, de conviction et de se dire qu'en fait ça nous appartient et notre liste justement elle est composée effectivement il y a la France Insoumise, moi j'en fais partie, mais la plupart de mes colistiers n'y sont pas. C'est des gens qui viennent du mouvement social, qui sont des syndicalistes, des associatifs, des militants pour le climat, pour le droit des femmes, pour les droits des migrants. Enfin voilà, on a essayé nous de réunir toutes celles et ceux qui au quotidien essayent de changer les choses à leur échelle et de fédérer tout ça autour d'une liste pour porter justement une autre politique à Clermont-Ferrand et se réapproprier notre avenir, nos vies, notre ville, et dire que c'est possible de construire un autre Clermont qui est possible. Donc je vous appelle à aller voter dimanche de 8h à 18h. Effectivement, les conditions sanitaires, on connaît mieux ce virus, donc on sait mieux comment se protéger aussi. Et je pense que maintenant, on a compris qu'avec du gel, avec des masques, avec des gestes barrières, c'était sans risque. Donc rendez-vous aux urnes. Jean-Pierre Brenaz, pour terminer, une petite minute rapidement. Le mot de la fin. Je vois que
Marianne Maximi a bien rattrapé son temps. Alors, très simplement, pour dire que dimanche, aller voter, oui, c'est très important, effectivement. Et eh bien, vous aurez le choix entre repartir avec les sortants, le ronron habituel, un certain immobilisme, on le voit, avec une ville qui est pauvre, finalement, une démographie qui est stagnante, un manque d'attractivité, ou bien essayer autre chose avec de nouvelles performances économiques pour être plus généreux socialement, et en particulier avec ceux qui ont subi cette crise de manière la plus forte. Merci à vous trois. Ce débat a été très enrichissant et a permis d'éclairer nos auditeurs et auditrices clermontois sur vos programmes respectifs. Vous pourrez le retrouver en intégralité sur notre page Facebook. Merci d'être venus dans nos studios de Logos FM à Chamalières. Et rendez-vous donc ce dimanche 28 juin pour voter. Merci. Merci à vous. Merci. Logos FM. L'Auvergne a sa radio. Logos FM.